Salut à tous, bienvenue dans ce 41e live sur Bubble où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Laure, Olivier Boquet et Elvire Decoq pour parler de leur série Ladies with Guns dont le premier volume vient de sortir chez Dargo. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Je prends quelques secondes pour afficher vos noms à l'écran pour qu'on sache qui est qui. Et je rappelle que c'est une interview interactive. Vous qui la suivez, vous pouvez poser toutes vos questions à nos trois invités sur cet album bien sûr, mais aussi sur leur travail en général. Posez-les dans les commentaires et elles s'afficheront à l'écran pour que nos invités puissent vous répondre. On va parler de cet album ensemble pendant 1 heure et je vais en dire quelques mots pour présenter l'album en introduction avant de passer à vos questions. Donc c'est le premier volume d'une nouvelle série scénarisée par Olivier Boquet, dessinée par Anne-Laure et mis en couleur par Elvire Decoq, qui présente la rencontre improbable de 5 femmes au cœur de l'Ouest américain en pleine époque de sa violente conquête. Grâce à Abigail, Kathleen, Shumani, Daisy et Casey, nous allons découvrir plusieurs réalités et malgré leurs différences, elles vont s'associer pour faire front commun et survivre dans ce monde compliqué. Alors attendez-vous à quelques explosions, gunfights ou morts improbables entre action et humour. Voici la première pierre d'un nouvel univers. Pour lancer la conversation, j'aimerais vous demander comment est né ce projet et comment vous vous êtes rencontrés pour créer Ladies with Guns. Alors, qui a envie de répondre? Allez-y. Le projet, il est né, je ne sais pas exactement comment, mais ça a fait pop dans ma tête. Je me suis dit, la raison pour laquelle je ne veux pas faire de western, c'est parce que c'est toujours pareil, plus ou moins. Parce que j'ai l'impression que les westerns, même brillants, refont des figures qu'on voyait déjà il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis je me suis dit, mais ouais, donc il y a forcément quelque chose d'intéressant à faire. Et quand je me suis dit, tiens, mettons des femmes à la place des hommes dans le rôle des héroïnes, c'était tout de suite excitant. Donc je suis allé voir notre éditrice chez Dargo, Pauline Mermet. Je lui ai dit, t'as envie de faire ça? Genre en 5 minutes. Je lui ai exposé le truc et elle a dit, ouais, super, on le fait tout de suite. Quand est-ce que, tu vois, qui dessine? Et donc il fallait une dessinatrice parce que il n'était pas question d'avoir une équipe masculine sur cet album-là. Donc on a tout de suite pensé à Anne-Laure, on a pensé qu'à elle, c'est le seul nom qui est sorti. Anne-Laure qui ne voulait évidemment pas faire de western. Et, et puis finalement ça s'est fait et Anne-Laure pour la première fois a décidé aussi de laisser la couleur à quelqu'un d'autre et on a tout de suite pensé à Elvire. C'est ça. Très bien résumé. Voilà, impeccable. Et d'où vient l'idée de ce groupe, ce gang de femmes comme personnage principal d'un western? Ah bah c'est pas difficile en fait, tu prends n'importe quel western à peu près et tu te dis tiens c'est quoi les personnages féminins dans les westerns? Et tu as un casting qui est toujours le même. Tu les as toutes, ou tu en as une ou deux, tu vois. Donc tu as l'institutrice, tu as la prostituée ou la danseuse de cabaret, tu as la femme éplorée ou celle qui attend le retour de son héros ou qui est veuve. Et puis tu as forcément une indienne timide et une esclave. En gros, quoi, c'est tout ce que tu trouveras dans un western et elles sont toujours là pour être des faire-valoir ou des MacGuffin. C'est-à-dire que ça peut être aussi la personne qui a été enlevée que le héros va aller chercher. Je me suis dit, bon, ben voilà, on va prendre ce casting très exactement et on va inverser les rôles. Et est-ce que du coup, pour toi Anne-Laure, est-ce que c'était difficile de mettre en scène autant de personnages, que ce soit au niveau du découpage, de la narration ou de la composition des plans? C'est pas évident, ouais, d'avoir 5 héroïnes. Oui, je l'avais déjà fait dans de précédentes BD, mais oui, c'est pas forcément évident de gérer plusieurs héroïnes. Après ça se fait au fur et à mesure des scènes. Olivier ménageait quand même pas mal de place à chacune selon les séquences, donc on se les approprie assez facilement. Mais oui, graphiquement, il faut gérer le fait qu'il y en a pas qui doivent être. Après ça, oui, il y a pas mal de séquences où elles sont pas toutes ensemble, elles arrivent pas non plus toutes ensemble. Elles sont distillées au long de l'album, donc tout ça, c'est assez pratique pour trouver le bon rythme vis-à-vis de ce front de 5 personnes. Mais oui, c'est pas la chose la plus facile, j'avoue. D'ailleurs, quand on regarde l'album, on se rend compte qu'on n'a pas d'image iconique avec les 5. Il a fallu la créer pour la promo et pour faire une affiche ou le quatrième de couve. Mais justement, parce que chacune a un peu son moment, on les a pas regroupées toutes dans le même. Oui, c'est Mais ça. c'est ce qui crée une dynamique sympa en même temps. C'est justement d'avoir plusieurs héros ou plusieurs héroïnes.
c'est bon au niveau de la créativité. C'est pas évident forcément à gérer tout le temps, mais on s'en sort comme on peut. Et du coup, toi, Elvire, on sent que les couleurs sont assez organiques sur ce projet. Comment tu as travaillé? Est-ce que tu as suivi l'avancée des planches ou tu as colorisé tout une fois que l'album était fini? Je l'ai commencé quand tu étais déjà quand même vachement bien avancé, donc il y avait une vue d'ensemble. Et puis, j'ai fait des couleurs que je fais d'habitude, mais j'ai l'habitude de travailler plus sur du réalisme, moi, en général, et le dessin d'Anne-Laure, c'est pas du tout ça. Donc, il a fallu quand même un petit peu s'adapter. Donc, il y a des choses à moi, elle m'a bien aiguillée, tu m'as donné des conseils et tout, et on a créé quelque chose petit à petit où je pense que de plus en plus ma couleur fusionnait avec le trait d'Anne-Laure. Et du coup, c'était chouette. Après, j'ai travaillé un petit peu comme je travaille d'habitude, avec des couleurs un peu flash et tout, j'aime bien. Sur le réalisme, en général, on m'empêche un petit peu. Et puis Olivier, alors, ils m'ont pas empêché, eux. On s'est même appelé au tout début du projet, hein, avant que tu démarres. Je me souviens on s'est fait un petit conf call, Ouais. tous trois, pour se briefer vraiment sur le côté couleur et le fait qu'on avait tous envie que ce soit assez pop, Voilà, ouais. Parce et qu'il y a, qu'on se lâche un peu sur la couleur. Ouais. parce que le problème des westerns, c'est qu'ils sont souvent un peu toujours dans les mêmes teintes, Mhm. que ce soit même dans les films, hein. Enfin, donc il y a ce côté tertiaire et tout ça. Et voilà, l'idée, c'était aussi d'aller un petit peu au-delà de ça, d'avoir des vraies couleurs, des ambiances un petit peu différentes et tout pour donner un peu de peps, quoi. Et briser un peu les classiques, on va dire. Et ça, justement, au niveau du genre western, est-ce que vous avez beaucoup échangé sur la manière d'en faire, sur des références communes pour aborder le genre en particulier? En fait, je crois les quelques références qu'on a pu citer, on les a même pas citées. On avait une espèce de vision globale du western. C'est très facile, hein, de l'imaginaire du western. Tu as tout de suite des images qui pop. Mhm. Tu as tout de suite, tu vois, le désert, des couleurs, effectivement, terre, cuir, sable, ocre. Tu as tout de suite les mêmes gueules et les mêmes. Tu as tout de suite les planches en bois brut dans les villes. Tout Mhm. ça, c'est ultra codifié. Et la seule chose qu'on voulait, c'était ne pas faire ça. En plus, je pense que c'est assez réaliste. C'est-à-dire que, par exemple, quand on décide de peindre les façades des villes, elles étaient peintes. C'est juste que quand tu les retrouves 100 ans plus tard, les ruines, bah, évidemment, la peinture les a délavées. Et donc, du coup, Hollywood, ils disent, ah bah, ça devait être du bois brut. Ah oui. Les gens, ils avaient pas le temps de faire les choses joliment. Et c'est ce qui s'est perpétué comme image du western. Mais moi, je suis assez certain qu'en fait, il y avait plus de couleurs que ça. Que les gens, de tout temps, ils ont besoin de couleurs. Même les hommes préhistoriques, ils avaient des couleurs. Donc, je pense qu'on s'est vraiment dit, on veut toujours prendre un peu, pas le contre-pied, mais se demander, tiens, si on était les premiers à faire un western, Mhm. comment on le ferait nous? Plutôt que, tiens, faisons comme tout le monde. Après, au niveau des références, je pense qu'on était quand même plus à évoquer des films ou des séries que des BD. Oui. Je pense Ouais. qu'on avait besoin quand même de s'éloigner de ce qui a été déjà fait en western, et donc naturellement, on prenait pas trop ça comme référence, et on était plus tourné vers le cinéma ou vers les Là, séries. ou même la peinture, les grands Oui, peintres de l'Ouest américain Oui. aussi, il y avait des couleurs qui changeaient un peu. En fait, le truc qui est intéressant dans le western, c'est pas forcément la couleur des choses, c'est plutôt la lumière qui tourne dessus, quoi. Mhm. C'est essayer de donner, alors, ça paraît un peu, voilà, ronflant comme ça, mais c'est des endroits où le ciel est à l'infini, quoi. Donc, il y a quelque chose un petit peu dans l'atmosphère qu'il faut réussir à retranscrire. Mhm. Et donc, on peut jouer avec des couleurs qui changent un peu d'habitude pour laisser courir, enfin voilà, enfin le poney dans la savane, enfin dans le, voilà, mais bon, c'est comme ça qu'on on peut tenter un peu des choses dans ce style-là, quoi. Plus sur la lumière que sur les couleurs elles-mêmes. C'est vrai, alors il y a le travail sur la lumière, sur les dessins, parce que
on sent qu'il y a aussi, par exemple, j'ai fait une chronique écrite, si vous voulez aller voir sur Bubble, il y a un coup de cœur écrit sur l'album, et en fait, je remarquais qu'il y avait un côté, justement, bricolage, la sueur, c'est crade, les villes, on sent que c'est abîmé, il y a les ornières pour tous les chemins, il y a de la boue, des choses comme ça. Là, est-ce qu'il y avait vraiment une envie, voilà, de montrer ce western qui n'est pas le western hollywoodien, et comment vous avez trouvé des références pour montrer ça? Moi, j'ai l'impression qu'on on a fait ce qu'on voulait faire. Je me rappelle une fois, il y a une demi-page sur une boutique. Je sais que dans la description du scénario, je disais, tu vois, il y a des morceaux de planches qui ont été rafistolés. Tout ça, c'est la vie, en fait. Même nos maisons sont comme ça. Tu vois, quand tu te demandes, tiens, si c'était vrai, tu es obligé de salir les choses, de les abîmer, encore plus dans des époques pareilles. Enfin, ça devait être horrible. Après, c'était aussi une civilisation en construction, donc c'est sympa de montrer que telle maison n'est pas encore terminée ou que celle-ci s'est cassée la gueule et qu'on reconstruit vite. Voilà. Ça montre aussi la progression vers l'ouest et puis l'arrivée de cette civilisation. Après, moi, ça fait 13 ans que je vis dans une maison en travaux, donc c'est mon côté bricoleuse parfois qui reprenait le dessus. Je crois qu'il y a un moment où j'ai dessiné une échelle et Olivier me dit je ne crois pas qu'elle puisse tenir l'échelle avec les petits raccords de cordelettes sur des montants là. Mais enfin, si tu le sens comme ça, en fait. Et oui, voilà, c'est un petit peu c'est la petite sauce à la bricole girl parfois. Et vous avez parlé de la boutique, là, du magasin général. Ça me fait penser qu'il y a un personnage qui a beaucoup d'humour. Enfin, disons qu'il fait des traits d'esprit, mais même s'il n'est pas forcément sympathique. Est-ce que là aussi, l'idée de mettre pas mal d'humour à la fois dans les dialogues, mais aussi dans les scènes d'action, qui virent souvent un peu à la catastrophe, pour les cow-boys qui se la pètent, on va dire. Est-ce qu'il y a, là aussi, dans l'écriture, il y avait un plaisir de démonter à chaque fois les archétypes? C'est Anne-Laure qui m'a demandé ça. Ouais. Au départ, je n'étais pas forcément. Je me suis dit que je vais faire un western quand même. Tu sais, j'étais encore dans les. Mais Anne-Laure, elle avait lu Funk, qui est une autre BD mais beaucoup plus grand public que j'ai faite plus pour la jeunesse, qui est assez humoristique. Et elle m'a dit, j'aimerais bien qu'on ait de l'humour dans la BD. Et du coup, c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Pour moi, tu es un peu indissociable d'un petit trait d'humour. C'est pas du vrai Olivier Bocquet s'il n'y a pas un peu d'humour. Mais en même temps, c'est encore ce truc de c'est la vie. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas, si tu imagines un braquage de banque, il y a la moitié des gens qui sont absolument ridicules dans ces endroits-là, tu vois. On a toujours tendance à glorifier tous les moments qu'on montre, que ce soit en bande dessinée, dans les romans, dans les films, dans les séries, parce que, je sais pas, il y a quelque chose il faut que ce soit plus grand que la vie. Mais en vrai, on est tous des petites personnes. Et on réagit comme des petites personnes. Et tu vois, le personnage de Jim, l'épicier, j'en pensais rien en particulier de ce gars-là. Et quand j'ai vu le dessin d'Anne-Laure, je me suis dit, non, mais ce personnage-là, il est super important. On le retrouve du coup dans le tome 2, on va le retrouver dans le tome 3, parce que son dessin m'a inspiré quelque chose, en fait. Oui. Du coup, oui, les dessins peuvent faire naître un peu d'histoire. Justement, j'allais vous demander ça. Est-ce que dans l'écriture, les personnages vous ont embarqué dans des directions que vous n'aviez pas forcément pensé au tout début de ce projet? Moi, je pense que c'est vraiment... Ouais, je pense que c'est... Bon, en tout cas, c'est pas l'écriture, mais c'est le... Comme je travaille par bloc de pages, j'envoie quelques pages à Anne-Laure qui les dessine et qui est en panique parce qu'elle n'a plus rien à dessiner. Petit à petit, en fait, en fonction de ce qu'elle dessine, moi je découvre que les personnages ne sont pas ceux que j'avais imaginés ou que les scènes ne sont pas celles que j'avais imaginées. Et du coup, ça débloque sur d'autres choses. Il y a même des ambiances. Par exemple, il y a beaucoup plus de. Je pense particulièrement à une planche qui est rose, alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et je sais pas, ça change mon écriture en fait. Parce que moi, j'avais pas fini d'écrire quand Elvire avait commencé à mettre en couleur. Okay. Et il y a des trucs où je sais pas, je suis influencé vachement. Je peux pas travailler. Je sais qu'il y a des scénaristes qui envoient des scénarios complets et qui y touchent plus. Ouais. Moi, je pourrais pas faire ça.
Eh ben ça justement sur les couleurs, alors je vais pas montrer les planches à l'écran pour pas spoiler, mais il y a une séquence, je pense aux planches 45, 44-45, où l'action progresse en parallèle pour plusieurs personnages, et là où on a un jeu de couleurs bleu et jaune qui s'alternent en damier. Est-ce que là c'est une proposition de la coloriste? Est-ce que c'était une envie du scénario? Est-ce que c'était déjà dans le découpage d'Anne-Laure? C'est Comment les ça s'est trois, passé? ça, c'est les trois. Les Ouais. trois. Sociable de nous trois. C'est Non, mais beaucoup Olivier a travaillé, Olivier, t'as travaillé la double page comme ça. Olivier me dit, eh ben là, on a les deux actions qui se mélangent. Donc en fait, c'est un damier, il y a deux actions qui se passent à deux endroits différents, qui se font écho, et en fait, on les traite en gaufrier régulier et en alternant donc un endroit et le deuxième, un endroit et le deuxième. Et donc, il fallait imbriquer ça graphiquement. Moi, je crois que j'ai dû rajouter des petits échos pour qu'on comprenne bien dans les éléments qu'il y avait dans chaque case, que ça se répondait à chaque fois d'une case à l'autre. Et puis ensuite, Elvire, toi, tu as pris le relais sur la couleur. Et là, il fallait mettre en avant l'aspect damier, justement, pour pas trop se perdre quand même, enfin, ou perdre les lecteurs. Et donc, il fallait un code couleur assez net, assez tranché. Donc, on a choisi deux teintes. Mais je sais pas Elvire, je sais pas si c'est toi qui es allé aussi loin dans le côté tranché bleu et jaune, ou je sais pas comment ça s'est passé. Alors au début, c'était bleu et un peu plus vert. Et Anne-Laure a dit, allez, on essaye un truc jaune, et on a tenté le jaune, et du coup, ça s'est calé. Mais j'ai juste changé un peu les teintes, parce que les rapports lumineux dans les cases elles-mêmes étaient déjà bons. Donc voilà, ça a été, il y a eu un petit peu d'aller-retour, mais pas tellement en fait. Et puis voilà, sur les couleurs un peu flash, Anne-Laure est un peu plus audacieuse que moi, donc des fois elle m'a pris un peu la main, elle a dit mais vas-y, mets du jaune et tout. Donc, voilà, Ça justement, on peut en parler aussi. C'est vrai que dans les planches, on a des ruptures de ton dans des séquences où d'un coup, voilà, il y a une case qui va se démarquer une seule dans des ambiances de couleurs, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Et de même qu'il y a des onomatopées très marquées et elles aussi colorées, parfois très tranchées. D'où ça vient aussi ces idées d'imbriquer ça dans la narration? les onomatopées, c'est vraiment, c'est vraiment Anne-Laure qui a vraiment un graphisme. Voilà, après moi, des fois, j'ai tendance à les teinter ou à les laisser en noir et blanc pour les faire ressortir, et que ça soit pas uniquement graphique, ça doit rester lisible, il faut bien les voir. Et c'est un peu, alors est-ce que moi, je réfléchis pas beaucoup quand je mets en couleur. J'y vais d'instinct et tout. Et je me suis dit, au pire, on recommence si ça va pas. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est un peu intangible, parce que le dessin me dicte des choses et je peux pas vraiment les raconter comme ça avec des mots. Voilà, je dis ah bah tiens, il y a l'ancrage qui me dit ça va être un contre-jour, ça va être. Alors des fois je me plante, mais puis on revoit ça ensemble. Mais globalement, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu une espèce d'alchimie particulière. Je peux commencer la planche avec une palette de couleurs, puis je modifie, au final, je me retrouve avec quelque chose de différent à la fin, quoi. Donc, je laisse un peu aller tout ça, je laisse un peu vivre tout ça, quoi. Parce que des fois, on a des accidents qui sont pas mal. En fait, l'idée, c'est de réussir à créer des accidents, parce que je suis en numérique, c'est de réussir à créer des accidents dans Photoshop, comme j'en aurais si je faisais, par exemple, de l'aquarelle ou de l'acrylique, quoi. Est-ce que je suis claire? Mais en tout cas, pour les onomatopées, moi je me rappelle que je crois que c'est la première discussion qu'on a eue, lors de la première discussion qu'on a eue avec Anne-Laure, je lui ai dit, il faut que cette BD elle fasse du bruit, et on va travailler à mort les onomatopées. Et là, il y a Anne-Laure qui s'est décomposée, qui m'a dit, mais je suis nul en onomatopées. Bon, tu vois qu'elle a bossé, quoi. Ça va. Ça en est bien sorti. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve, par exemple, il y a il y a une double page avec une fille dans une cage qui a une arme et voilà, qui va essayer de s'en servir. Et j'aime bien la façon dont les onomatopées sont réellement du bruit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu en as une qui est lisible et toutes les autres se superposent par-dessus. C'est exactement comme dans une fusillade, en fait. Tu as un truc qui est juste un effet sur tes sens et tu comprends. Et tu n'as pas besoin de savoir exactement, attends, c'est quoi les lettres de cette onomatopée. C'est juste des coups de feu. C'est ça, oui.
Et Non, ça, c'est Anne-Laure qui a vraiment, qui était nulle en onomatopée. Du coup, elle a exploré le truc à c'est fond. pas que j'étais nulle, c'est que j'en faisais beaucoup moins. Et voilà, c'était pas ma spécialité. Mais donc oui, dans ces cas-là, tu travailles et puis tu t'y mets. Et puis tu cherches des idées. Mais ouais, et oui, il fallait. Enfin, je me suis dit, si il y avait quand même le mot d'ordre d'Olivier, c'était il faut qu'on fasse de la bonne bédoche. Donc, je Ouais. me suis dit, il faut vraiment que je les travaille, les onomatopées. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, il faut qu'on entende les dessins. Et donc, bah, comment entendre un pao pao? Bah, il faut qu'il ait la forme du bruit. Comment dire. C'est comme Elvire, je fais à l'instinct. Non, c'est dans sa tête. Je Hein. peux pas expliquer. La forme du bruit, Et c'est ça vraiment dans passe. sa tête. Et justement, tu parlais de travail. Est-ce que ça soit au niveau du scénario ou du dessin, comment vous avez conçu ces 5 personnages principaux comment on construit leur caractère, leur design un petit peu pour qu'elles vivent sans se ressembler, mais qu'elles arrivent à se rencontrer? C'est à mort sur le dessin. Par exemple, le personnage de Casey, la première proposition d'Anne-Laure, c'était une femme blanche qui ressemblait un peu à une poupée de porcelaine. Mm. Et c'est Anne-Laure la première qui dit non, mais ça c'est un cliché de prostituée de l'Ouest. On va trouver autre chose. Et à l'époque, il y avait 6 personnages féminins. Et ça faisait un de trop à présenter en 62 pages. En fait, je sais plus comment c'est arrivé, mais le personnage en plus, c'était une femme noire. Et si on la dégageait, ça m'a chiffonné. Je me dis, c'est toujours les noirs qu'on dégage, quoi. Et du coup, non, t'as proposé de. Qu'on fusionne 2 personnages, Ouais. qu'on passe à 5 personnages principaux, mais que du coup, la prostituée soit la personne noire qui était le 6e personnage. Donc, et ça nous a fait du coup une prostituée qui sortait des clichés, des clichés graphiques dans lesquels on aurait pu tomber sinon. Il y avait aussi, je sais que dans mon intention, Chumani, l'indienne, elle était maladroite. Mhm. Moi, elle était maladroite. Et du coup, Anne-Laure a dit, bah, peut-être qu'elle peut avoir un œil qui voit pas, ce qui la rend plus maladroite. Mais la façon dont elle a dessiné son visage, elle avait quelque chose de hiératique qui collait pas avec cette maladresse, ce côté un peu empoté. Mhm. Du coup, finalement, c'est pas du tout un personnage maladroit, mais cette maladresse, elle a été reportée sur Kathleen, qui elle est un peu décalée, quoi. Tu m'avais pas dit ça, moi j'ai cru que tu avais oublié de la faire maladroite. Non, non. Tu m'as dit. Et du coup, ces 5 personnages, sans en dire trop, ils se dévoilent au fur et à mesure de l'intrigue, puisqu'on a des flashbacks qui s'intègrent au fur et à mesure de l'action principale de ce premier volume. Comment vous avez dosé la construction de l'album entre progression de l'histoire, les actions pures et les flashbacks de tous les personnages? Je dirais que je suis allé un peu contre. Il y a eu un moment où je sais que à la fois Anor et notre éditrice Pauline Hermet trouvaient que j'étais un peu long au début, Ok. que je m'installais un peu trop, et je pensais que, en fait, moi je pense qu'il faut passer du temps au départ avec nos personnages, à leur faire peu de choses, parce que on apprend à les connaître et que tu n'apprends pas à connaître des personnages dans une fusillade en fait. En revanche, la fusillade, elle devient intéressante si tu aimes les personnages. Et donc, je sais qu'au début, Anor me disait, ah, il faut vachement montrer la nature. Il faut montrer que c'est dur, enfin, que c'est pas si simple de vivre dans la nature, que les choses sont compliquées. Et bah, du coup, je l'ai fait. On est resté longtemps dans cette forêt jusqu'à ce que ce soit intenable parce qu'il y en a une qui tombe malade. Mais c'est Anor, ça vient d'Anor, cette envie-là que la nature soit très proche. Moi, je n'avais pas forcément pensé à ça. Et du coup, dans mon idée de prolonger le problème, de prolonger de manière générale le problème de tout le monde, cette fille qui est dans cette cage, normalement, comme dans n'importe quelle BD ou histoire classique, au bout de 5 pages, on arrive à la libérer. Oui. Et là, je me suis dit, bah non, mais si c'était vrai, on n'y arriverait pas, en fait. C'est impossible. Si vous n'avez pas la clé, comment vous faites? Vous êtes dans la forêt, vous ne pouvez pas ouvrir une cage en acier. Bon, bah ok, poussons le concept au plus loin possible. Voyons combien de temps on peut la faire tenir dans sa cage et que ça reste quand même une histoire intéressante. Et du coup, cette cage elle devient le centre de l'album, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Parfois, j'appelais Olivier en lui demandant quand est-ce qu'elle sort de sa cage là. C'est super long. Ouais, parce qu'elle en avait marre, c'est hyper compliqué apparemment de décider quelqu'un dans une cage en fait.
donc tu prends en compte tout le temps la notion de perspective et puis il faut gérer les barreaux de devant, les barreaux de derrière, lesquels tu vas ancrer, lesquels tu vas laisser. Bref, il y avait une La petite pauvre vie des réflexion à chaque- dessinatrices qui doivent gérer la perspective. Non, mais il faut dire aux lecteurs qui suivent ce live que cette cage est assez mobile. On va dire qu'elle se déplace pour plusieurs raisons. Mais vous verrez ça dans l'album. Je vous invite à aller regarder ça. Et du coup, je voulais demander aussi par rapport à ce temps qui passe et par rapport à la manière dont ils ne peuvent pas sortir de la cage. Ça m'a rappelé plutôt Tintin où il est dans sa voiture et il y a une scie bien évidemment à côté de lui pour s'échapper de la porte fermée à clé. Est-ce que ça aussi vous aviez ça en tête un peu, ces ficelles d'Hergé où il se sortait de toutes les situations? Non, moi, pas du tout. Alors moi non plus. En fait, moi quand je mets, quand je mets Abigail dans sa cage, je n'ai absolument aucune idée de comment elle va en sortir. Mhm. Je le découvre au fur et à mesure en fait. Et il y avait plein de manières faciles de la faire sortir. Et à chaque fois, je me dis, oh bah non, ça va rater. Et puis ça aussi, ça va rater. Et puis au final, on va trouver une solution, mais plus tard. Donc non, je suis pas. En fait, je prévois pas la solution avant de trouver le problème. Je trouve d'abord le problème. Et après, je me dis, bon, bah, comment je peux m'en sortir? Du coup, il y a c'est marrant parce qu'il y a des critiques. C'est marrant parce que si tu imagines exactement la même histoire avec un groupe de mecs, ben, t'as pas de remarques, mais là, t'as quand même deux, trois personnes qui disent sur les réseaux ou sur des sites de BD, ah, c'est pas crédible. Et tu sens que leur inconscient parle vachement fort, tu vois. C'est pas crédible qu'une bande de nanas foute une branlée à des mecs. Mais du coup, il y a des trucs qui semblent impossibles parce que aussi, il y a des choses qui seront expliquées plus tard, tu Mhm. vois. Typiquement, la façon dont Abigail se sort de son problème au début, Mhm. c'est un truc qui paraît surnaturel et qui l'est pas. En fait, il y a une raison pour laquelle elle est si douée. Mais faut un peu de patience. Mais ça, c'est quelque chose que je découvre au fur et à mesure que je l'écris. C'était pas du tout dans le dossier. Tiens, Abigail, elle se passait là, et du coup, grâce à ça, elle va arriver à. Je savais pas en fait. Puis j'aime bien augmenter les problèmes. C'est-à-dire que quand elle est dans sa cage, normalement, dans la première version, elle est dans sa cage, et il y a trois mecs autour d'elle. Et elle doit arriver à se débarrasser des trois mecs sans sortir de la cage. Puis finalement, il y en a combien? Sept? Ouais, il y en a quelques-uns. Ouais. Un, Et deux, elle, un, deux, trois, beaucoup. Et du coup, tu as commencé à l'évoquer, l'album porte des thématiques assez fortes, celles des abus, des violences, des discriminations. Est-ce que c'est difficile de présenter un projet comme ça à un éditeur en disant on va aborder de front la misogynie, le racisme, le viol? euh, bah, déjà, je pense que c'est pas si frontal que ça. Je veux dire, c'est pas un pamphlet, Mhm. j'ai pas l'impression en tout cas, c'est pas comme ça que c'est écrit. Et ensuite, honnêtement, aujourd'hui, en 2022, ces thématiques-là, elles sont ultra désirées. En fait, tout le monde a envie qu'on parle voilà, des injustices qui sont faites aux minorités, on va dire, hein, pour résumer. Et il n'y a aucun problème. Quand je dis que j'ai pitché et que le projet était presque signé en 5 minutes, j'exagère pas, c'était vraiment ça. En fait, on s'est rendu compte qu'on mettait sur le doigt sur quelque chose où en 2022, il n'existait pas encore ce point de vue-là sur un western. Et c'est bien parce que ça rend les westerns modernes, puisque ça parle en filigrane, non pas uniquement de la situation des personnes qui sont dominées dans les années 1800 et quelques, mais aujourd'hui, c'est pareil en fait. La symbolique de cette cage, c'est ok, c'est une super belle histoire, image de western. Vous avez une fille enfermée dans une cage qui avance toute seule. C'est l'ouverture de l'album. On dirait du Sergio Leone. Mais en fait, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand tu as la peau noire, tu t'enfuis jamais vraiment. Tu es obligé d'embarquer ta prison avec toi. Mhm. Parce que ça se voit sur ta peau que tu es noir. Et tu es censé être une esclave, tu vois. Tu es forcément une personne inférieure. Donc ce genre de choses-là, c'est pas frontal. Là, je vous le dis comme ça, Oui. mais peut-être que tu le ressens, peut-être que tu le ressens pas, mais je vais pas l'expliquer. Je vais pas le mettre dans un dialogue en fait. Oui, ça justement, comment on intègre ces notions dans l'aventure, dans les actions, comment on arrive à parler un peu de politique, mais sans le faire de manière de discours, de choses comme ça. Comment on distille ça à l'écriture? Il y a un principe de scénario qui s'appelle show don't tell. C'est montre, ne dis pas. C'est tout ce que tu dois dire, tu dois pouvoir le montrer.
Ce qui fait que si tu regardes les dialogues, ils sont plutôt marrants, ils sont plutôt un peu. Tarantino, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues. Il est extrêmement bavard, hein, ça prend des plombes et des plombes d'arriver au point, à ce qu'il veut dire. Pourquoi? Parce que dans la vie, en fait, tu dis pas, t'es pas frontal avec tes problèmes. Tu tournes autour. Et là, en fait, si tu regardes les dialogues, il y a très très peu de dialogues qui abordent frontalement un thème politique, social. Ici, il y a un moment où Kathleen, elle dit bon, on va aller chercher de l'aide. Et t'as à la fois Tchoumani qui est amérindienne et Abigail qui est noire qui dit oh là là, non, tu vas pas chercher de l'aide. Ça, c'est un réflexe de blanc. Parce que nous, si on va chercher de l'aide, on va avoir des problèmes. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais le reste, ça se passe parce que tu le vois en fait. T'as pas besoin de le dire. Et du coup, est-ce que, donc, comme tu le disais, c'est des problématiques de toute façon très très contemporaines, mais est-ce que le contexte de l'Ouest américain au début du XXe siècle ou presque permet d'en parler plus facilement du coup que d'un album qui serait contemporain pour le coup? Bah, moi, je pense que c'est. Enfin, ils auraient pu avoir le même type de conversation. Enfin, ça me paraît pas. Ça me paraît réaliste d'en parler comme ça. Je pense que juste, c'est pas abordé habituellement dans les BD de western, mais enfin, c'est pas forcément des thèmes hyper contemporains. Je pense qu'il y avait déjà enfin, les personnes qui vivaient à cette époque-là en parlaient déjà certainement. Alors ils étaient plus ancrés dedans, mais oui, ça me semble pas particulièrement novateur. Le simple fait qu'il puisse y avoir une Calamity Jane Mhm. euh, montre qu'il y avait quand même des envies de se sortir d'une espèce d'état de fait. Et le problème étant que cette société-là était tellement violente qu'il y avait des rôles qui étaient appliqués aux uns et aux autres. Mais aujourd'hui, en fait, en tout cas l'Amérique d'aujourd'hui, mais même n'importe quelle société occidentale, découle quand même de ce genre de. Enfin, les places assignées des hommes et des femmes restent les mêmes en fait. Même si maintenant on gueule beaucoup plus et maintenant les voix féminines se font beaucoup plus entendre et il y a beaucoup de choses qui changent, y compris dans la fiction. Je veux dire, la façon dont l'histoire elle a été racontée aujourd'hui, Ladies with Guns, il y a 10 ans, je suis pas sûr que je l'aurais fait pareil, je suis même pas sûr que j'aurais eu l'idée de la faire en fait. Mhm. Que nos consciences grandissent parce que les femmes prennent la parole, quoi. Les femmes et enfin, toutes les personnes qui jusque-là étaient muselées. Enfin, voilà, donc il y a pas mal de gens qui disent oh, bah, quand même, ils nous font chier aujourd'hui. Quand même, c'était mieux avant. Bah, c'était mieux parce que t'étais un mâle blanc, mais c'était pas forcément mieux pour tout le monde, quoi. Et du coup, vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure en parlant d'un tome 2, mais justement, c'est un premier volume qui introduit la série. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir sur plusieurs albums ou un cycle dans le premier volume, il y a déjà des petits indices qui amènent une suite en tout cas. Alors, a priori, on la prévoit en 3 tomes. Le deuxième tome, on l'a pas mal avancé. J'ai dû faire peut-être 2 tiers là. Elvire, t'as fait combien toi? J'ai fait 5 planches. Mais voilà, le deuxième, on travaille dessus et il est vraiment en bonne voie. Olivier n'a pas terminé, hein. Je termine jamais. Ensuite, il y aura un 3e tome. Et puis, bah, comme tu disais, je sais pas, toi, t'envisages déjà peut-être. Moi, j'aimerais bien les Voilà. faire. Il y a matière à développer davantage, oui, bien sûr. On les aime bien, en fait. On s'y attache à ces personnes. Et donc, on pourrait tout à fait bloquer tout ça en 3. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de bien avec un western, parce qu'on reste quand même dans un western, hein, on n'est pas là pour faire autre chose qu'un western, on a juste changé l'axe de caméra, c'est que la fin d'un western, c'est toujours Lucky Luke, hein. Ouais. C'est toujours très ouvert, c'est toujours quelqu'un qui part tu vois, sur le soleil couchant et ses aventures peuvent continuer, sauf si tout le monde meurt. En gros, c'est quand même pas mal ça. Donc, quoi qu'il en soit, la fin du 3e, normalement, pourrait donner envie d'en faire un 4e. Mais bon, ça dépendra vraiment de si on en vend des palettes ou si on n'en vend pas, quoi. Oui.
Et est-ce que par rapport au premier volume, tu en as parlé aussi, le premier faisait un peu la part belle à la nature, on avait quand même ces beaux paysages américains. Est-ce qu'au fil des albums, on va se déplacer dans d'autres lieux? Est-ce que vous avez l'envie comme ça un peu de cartographier un peu l'Ouest américain? Bah, moi, j'aime quand le lieu est graphiquement intéressant et enfin voilà, le plaisir de lectrice, c'est aussi de tourner une page et dire ouais et de regarder tous les détails. Donc c'est vrai que quand dans le tome 2 qu'on travaille, alors on va faire attention de ne pas spoiler, mais Olivier me pose une séquence à un endroit et j'essaye de transcender un peu le lieu pour, en l'occurrence c'est une mine abandonnée. Mhm. Et je crois que tout devait se passer dedans. Et j'ai évoqué le fait qu'on sorte un peu, enfin, qu'on ait quelque chose d'intéressant et d'insolite, voilà, pour que le regard se promène quand même, même si on est au fond d'une mine, qu'il y ait des choses un peu fortes et sympas à voir pour se balader dans l'image. Elvire a commencé à s'y balader aussi, du coup, et à se faire plaisir sur ce genre d'endroit. Mais oui, donc on se déplace un petit peu, bien sûr. Et puis on essaye de travailler les lieux pour qu'ils soient puissants et qu'ils racontent aussi quelque chose. Ouais. Il y a dans le tome 3, en fait, il va y avoir un lieu très particulier dans le tome 3 qui confronte vraiment les femmes à un univers encore plus masculin. Elles vont être dans un pénitencier. D'accord. Il n'y a pas de prison de femmes à l'époque, donc elles vont être les seules femmes dans un endroit exclusivement habité par des hommes, que ce soit les gardiens ou les prisonniers. Et donc cet endroit, à mon avis, va être assez intéressant à explorer, parce que quand je te dis pénitencier, tu penses immédiatement à Lucky Luke, il y a les gens qui cassent des cailloux dans une cour, mais t'en sais pas beaucoup plus en fait, Ouais. tu vois. Ou alors les lits superposés des Dalton, ils sont en train de faire un trou. Là, je suis en train de me renseigner sur le truc et ça va être, je pense, un lieu vraiment chouette. Et tout à l'heure, on a parlé un tout petit peu de technique. Est-ce que là, je vais vous poser une question, ça va être très différent pour chacun, mais est-ce que vous pouvez donner un peu une idée de c'est quoi pour vous une journée type sur ce projet et comment vous travaillez, quels outils, pour donner un peu au lecteur un peu de comment ça se passe pour faire un album comme ça? Ah, c'est marrant parce qu'avec la tête paniquée d'Elvire, j'ai envie que qui commence. Et c'est parce qu'on n'est pas sur, on n'est pas forcément sur les mêmes temps aussi. Oui. Donc la journée type est différente de l'écriture, du dessin. Olivier, je sais pas combien de temps mais t'as l'air quand même de réfléchir un peu sur la longueur. Enfin, tu livres. Alors elle est sur 1 an et moi, mis bout à bout, je suis sur entre 2 et 3 mois de travail. Donc la journée, elle est pas tout à fait pareille. Moi, j'avance aussi d'autres albums des fois en même temps. Alors, des fois, je gère tout, j'avance tous les albums en même temps. Des fois, il y a des albums, par exemple, le tome 1. Ouais. J'ai essayé de l'avancer en même temps que d'autres, mais en fait, il était super demandeur et au bout d'un moment, on a envie de faire un album de A à Z, en fait. Et parce qu'on est dedans, enfin, moi, je suis un peu diesel. C'est-à-dire, je rame un peu sur les 10-15 premières pages, et puis ça monte. Il y a des idées, il y a parce que c'est purement mécanique, hein, on commence à bien sentir le dessin et tout. Donc voilà, ouais, non, j'ai pas de journée type, désolée. Mais est-ce que toi, du coup, tu as par exemple, donc tu dis que tu as plusieurs projets, que tu te mets sur des focus, mais est-ce que par exemple tu as des repentirs, tu te dis, bah tiens, je suis à la page X et j'aurais pu faire comme ça au début, est-ce que tu reviens au début, ou alors est-ce que tu fais des choses comme ça? Alors, je fais vraiment les albums en faisant 1, 2, 3, enfin, dans l'ordre, parce que justement, s'il y a des évolutions, elles sont diffuses. Elles sont diffuses si je change un petit peu, si je fais évoluer la couleur. Mais ce qui est fun, c'est que comme j'ai super le nez dessus, souvent ma couleur évolue parce que le dessin lui-même a évolué au cours de l'album. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit sur les dernières pages, je dis mais pourquoi j'ai pas fait ça comme ça au début? Et en fait, j'ai repris les premières pages. J'ai dit je ne pouvais pas le faire ça comme ça au début parce que le dessin de Anne-Laure lui-même est plus tout à fait pareil en fait. Ok. Enfin, c'est hyper subtil, hein, faut vraiment. Mais donc du coup, voilà, c'est l'avantage de faire dans l'ordre. C'est fluide. Au pire, s'il y a une évolution, en fait, le lecteur s'en apercevra pas. Et est-ce que tu travailles avec des gammes de couleurs? Tu te dis, je me limite à X couleurs, ou est-ce que ça dépend Oh de... non, non,
Je sais pas, il y a les instructions. Donc, vous me donnez des instructions quand même. Il y a des couleurs qui sont posées, la couleur des personnages, les ambiances. Et puis, avec ça, ben, je fais quelque chose. Et j'essaye de jamais refaire la même ambiance plusieurs fois sur l'album, quoi. Si une fois j'ai grillé mon joker complémentaire orange-bleu, je ne vais plus jamais le faire sur tout le reste de l'album parce que c'est triché, ça. Donc je m'auto-challenge un petit peu et tout. Et puis, comme je dis, des fois, j'évolue un petit peu. Bah, là, par exemple, moi, je mettais trop de violet et Anne-Laure, elle n'aime pas le violet. Donc, au bout d'un moment, on s'est calmé sur le violet. Et voilà, donc ça se travaille un petit peu au fur et à mesure comme ça. Mais voilà, des fois, en fait, quand je commence une page, je fais mes aplats, je pose une dominante colorée et en fait, je commence par la case la plus évidente. Je sais pas, il y a une case, on sait que là ça va être clair, là ça va être foncé, donc des fois c'est la case 7, des fois c'est la case 2, et je commence par ça. Et c'est cette case qui va déterminer tout le reste de la planche en fait. Je sais pas, enfin, aussi au dessin, ça se passe des fois un petit peu comme ça et tout, mais je fais un peu tout, pas forcément dans le bon ordre. Mais l'album dans le bon ordre quand même. Voilà. Eh ben, passons au dessin. Alors, Anne-Laure, toi, comment tu bosses un peu Alors, moi, je prends le temps de lire le scénario. C'est important. C'est pas mal. C'est pas mal. Reprenons les bases. Ensuite, j'ai apporté un petit peu. Ensuite, je fais du storyboard. Je ne sais pas si on voit un petit peu, si ça ne prend pas trop le reflet. Le storyboard, je le travaille directement en A3. Comme ça, c'est le même format que mes planches définitives. Ensuite, j'ai juste à décalquer, c'est très facile. Easy, quoi. Ça va, décalquer, moi aussi, je peux le faire, quoi. Le storyboard, j'essaye d'en faire 2 par jour. J'essaie de faire une double page par jour. Donc, ça me demande une demi-journée de travail pour poser les cadrages, les dialogues et les rapports de chant, etc. Quand j'ai fait ça pour toute la séquence, on s'appelle avec Olivier. Tout ce qui est en rouge, c'est les modifs. Donc ça, il n'est pas content. Donc il me dit, il faut modifier ci, il faut modifier ça. Hop, je fais mes petites modifs. Et puis après, donc, je passe à l'ancrage de chaque planche. Ça va comme journée type? Ça, c'est 3 journées type. Ah ouais, ok. Non, c'est à peu près, voilà, j'y passe toujours 3 petites journées quand même pour faire une page. Voilà, en l'ancrant plus ou moins, donc ça dépend des ambiances. Et puis moi je commence par les cases les plus faciles. Comme ça avance vite. Et comme ça, les grandes cases ou les cases avec beaucoup de choses, beaucoup de détails, je mets un gros coup de collier en me disant bon, la page est presque finie, il n'y a plus que cette case-là qui est en fait la case monstrueuse. Et donc je me dis vas-y. Et voilà, et j'essaie de faire tenir ça dans un délai raisonnable pour que l'album avance à bon rythme quand même. Et est-ce qu'en amont, tu fais beaucoup de recherches, beaucoup de carnets, beaucoup de choses comme ça en amont du storyboard? Alors, en amont d'un perso éventuellement, mais sinon, ça passe. En fait, c'est dans le storyboard que je cherche beaucoup. Enfin, mon storyboard, c'est. Enfin, vous voyez sans doute pas, mais il est d'abord en crayon bleu et ensuite je repasse au crayon gris. Mais voilà, c'est parce que je fais déjà. En fait, mon storyboard, il a déjà 2 étapes. Une étape de crayonné léger, et puis les choses bougent un petit peu. Je passe au crayon. Et ensuite, lorsque je suis sur ma planche ancrée, ma planche définitive, c'est pareil, j'ai une étape en bleu, donc un crayonné léger, qui reprend les traits définitifs du storyboard. Et donc là, j'affine encore un peu. Et puis au moment où je passe vraiment à l'ancrage, c'est finalement la 4e fois que je cherche les bonnes configurations, les bons mouvements, les bonnes expressions, etc. Et du coup, je reviens aussi sur quelque chose du dessin. J'avais envie de m'arrêter sur les dents des personnages aussi. C'est quelque chose qui est assez rare en bande dessinée et ça leur donne un caractère, en tout cas un petit décalage assez particulier. Et ça vient d'où cette idée Je crois que c'est toi que j'avais lu qui avait tiqué là-dessus. Je pense pas que je sois un cas isolé à dessiner les dents des personnages, mais je crois que, enfin, souvent, je fonctionne par déclic au niveau du dessin.
Je pourrais vous en citer plein, des déclics. Le jour où petite, j'ai compris que les pouces, ils étaient d'un côté et pas de l'autre. Ça m'a changé ma façon de dessiner. Mais un jour, j'ai réalisé que les gens avaient pas du tout les mêmes dents. Et en fait, souvent, tant qu'on n'a pas réalisé ça, on fait des dents juste. Oui. Et il y a des gens qui ont des grosses dents, il y a des gens qui ont des petites dents. Et c'est vrai que finalement, ça caractérise vachement les personnages. Donc, je l'avais jamais réalisé que c'était important dans les dessins de mes personnages. Mais si tu le dis, oui, je sais qu'en tout cas, je me demande toujours est-ce que celui-là ou celle-là, il lui manque une dent, il a une ou des dents en or, il a des dents du bonheur, il a des grosses dents, des petites dents, des canines qui ressortent. Je sais que j'y pense à chaque fois, donc peut-être que je mets ça en avant plus que d'autres, mais voilà. Et Moi, je sais que c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans le dessin d'Anor, c'est sa façon de faire les gueules, quoi, et y compris les bouches. Et moi, une fois que j'ai repéré le dessinateur qui ne fait que des personnages qui sont comme ça, avec des bulles de dialogue, ou comme ça, typiquement Tardy, tu vois, bah, je peux plus lire ces BD en fait. C'est mort. Parce que c'est pas possible de faire que des personnages avec des bouches fermées. Alors maintenant, elle fait que des personnages avec des bouches ouvertes et moi, ça me va très bien en fait. Avec un petit peu de bave. Ouais, elle aime bien aller voir à l'intérieur vraiment ce qui se passe. Mais ouais, ça fait partie des trucs qu'elle fait très bien ça. Non, je voulais être dentiste en fait avant. Et... On aurait dû se rencontrer avant, merde. Et garde la parole, Olivier. Toi, comment tu travailles un petit peu? Est-ce que tu peux nous dire ton quotidien de scénariste? Alors mon quotidien, c'est quand même essentiellement de la panique, je crois. Et beaucoup de choses que j'écris sont écrites pendant des nuits d'insomnie parce que j'ai été infoutu d'écrire pendant 2, 3, 4, 5 jours avant, tout en étant devant mon ordinateur toute la journée, mais en n'arrivant pas à savoir par quel bout prendre une page ou une scène. Mon grand problème, je suis un gros lecteur de BD, aussi un spectateur, et je suis très très conscient d'un truc qu'on connaît tous. Et moi, vraiment, je suis allergique. C'est toutes ces séquences, toutes ces scènes. Parfois, c'est des films entiers ou des livres entiers, mais où dès que ça commence, intérieurement, en fait, tu vois comment ça va se dérouler. Oui. C'est pas une histoire de ah ouais, je sais, en fait, il a un couteau caché dans sa botte. C'est une histoire de ok, les dialogues ils vont se passer un peu comme ça. Le mec il va dire ça, la nana elle va dire ça, machin, ils vont se friter ou alors machin, et puis à la fin il va se passer à peu près ça. Et tu le sens. Tu pourrais faire pause à ce moment-là et écrire en gros le déroulé de ton histoire, de la séquence en question, parce que tu sais ce qu'ils veulent dire et tu sais comment, en gros, à quel point ils veulent arriver pour aller à la suite. Et moi je repère ça hyper fort dans les histoires que je lis ou que je vois. Et il se trouve que quand j'écris des histoires, je me retrouve toujours confronté à ces scènes-là aussi. Et je me dis toujours, ok, donc comment est-ce que je la raconte d'une manière où j'aurai l'impression de l'avoir inventée, en fait, d'être le premier à la raconter comme ça. C'est une impression parce que, tu vois, je connais pas toutes les histoires du monde, et puis il y a des gens qui vont me dire, ah, mais c'est repris de machin, j'en sais rien, tu vois, mais... Et donc, c'est ma plus grosse prise de tête. C'est-à-dire que mes versions 1, elles sont toujours nulles. Mes versions 2, elles sont souvent nulles aussi. Et à partir du moment où j'ai fait 2 très mauvaises versions, bah, je bloque complètement. Il y a un truc qui, même physiquement, je suis incapable d'ouvrir le document sur mon ordinateur parce que de toute façon, ça sert à rien. Il y a une espèce de truc qui monte en moi, de pression, tu vois, comme une cocotte, quoi, et qui devient du stress, et qui au bout d'un moment fait une insomnie. Je me réveille à 2 heures du matin, et je fais « Ok, là j'y vais ». Mais c'est incontrôlable, et en plus, maintenant que j'ai identifié ce truc-là, je me disais « Bon, bah, c'est bon en fait, je le sais ». Mais du coup, ça repousse encore l'échéance de la panique. C'est-à-dire que comme je sais que c'est un fonctionnement normal chez moi, ça devient de pire en pire. J'ai carrément demandé à Anor l'adresse d'une hypnotiseuse que je vais aller voir pour essayer de me calmer sur ce truc-là, parce que je me mets dans des situations... mais je ne suis pas satisfait de faire la scène que j'ai l'impression que tout le monde pourrait faire, en fait. Oui. Et en plus, c'est vraiment mon truc à moi, parce que j'ai les deux choses. À la fois, j'ai envie que cette scène, elle soit inédite, entre guillemets, en tout cas de ce que moi, je perçois, de ce que j'ai pu lire ou voir ailleurs. Et à la fois, je n'ai pas envie que les gens le remarquent.
J'ai juste envie que ce soit frais à chaque fois, tu vois, qu'il y ait une espèce de truc de fraîcheur. Les personnages sont chouettes, l'histoire est chouette, ça avance, les dialogues sont chouettes et tout, mais que tu te rendes pas compte que ce que tu as lu, c'est énormément de travail et d'efforts pour arriver à faire cette fraîcheur-là. Donc c'est ça ma panique tout le temps. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir plusieurs séries en cours, du coup, j'imagine que ça complexifie tout ce système-là, parce que tu rajoutes une nouvelle série, mais tu en avais déjà d'autres en cours, et puis d'autres albums. Bah, Ça Ça doit s'accumule. varier les insomnies comme ça. ouais, c'est ça. Ça fait parfois des insomnies à étage. Ouais. Et non, et puis bah, tu peux bien imaginer que le moment où Anne-Laure est en panne de planche, j'ai une idée géniale pour Funk. Ouais. Tu vois? Donc ouais, je suis contrarié par mes histoires ou mes histoires me contrarient. Mais je pense que tant que je lâche pas, en fait, tant que je me dis pas bon, allez, c'est bon, j'y vais. Maintenant, j'ai quand même une technique, c'est que un peu comme Elvire qui commence par la case évidente, moi je me débarrasse de l'évidence. D'accord. Et puis une fois que c'est fait, je me dis bon, ok, non, ça c'est mauvais, et je le balance. Et du coup, après, comme Anne-Laure qui décide de commencer par la case la plus facile, moi ce qui est le plus facile pour moi, c'est les dialogues. Mhm. Donc il m'arrive maintenant d'écrire des pages de dialogue juste. Et en avançant dans le dialogue, j'arrive à un endroit qui est intéressant, et c'est cet endroit-là que je vais mettre en scène et je vais dégager tout ce qu'il y a avant. Donc ça commence à bien fonctionner comme technique et je suis content d'avoir découvert que je pouvais avancer comme ça. Parce que c'est hyper technique la bande dessinée quand tu es scénariste. C'est genre case 1, il se passe ceci dans la case et puis la bulle, tu vois, il dit ça, ah oui merde, ça va faire une trop grosse bulle, donc du coup combien j'ai de cases, machin. C'est super chiant à écrire une bande dessinée. Enfin, comme moi. Non. Parce que quand tu fais juste du dialogue, tu es super libre et après tu essaies de le refaire rentrer dans des cases, mais ça va plus vite. Et c'est-à-dire qu'une fois que tu as ton dialogue, après tu décris case 1 et tu décris un peu l'atmosphère ou tu donnes des Ouais. indications, comment tu fais après? Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. Maintenant, plus je connais les dessinateurs ou dessinatrices avec qui je bosse, plus je suis succinct. Mhm. Alors après, je peux lui mettre juste le nom du personnage, le dialogue, et puis je sais qu'en gros, elle va très bien faire. Surtout elle aime bien me faire l'inverse de ce que je lui demande, et ça marche toujours. Donc au bout d'un moment, je me fatigue moins, tu vois. Mais je pense t'as besoin quand même de donner au dessinateur ou à la dessinatrice de lui fixer une image Ouais. qu'il va embrasser ou contre laquelle il va aller. Tu vois? Et parce que ça fait quelque chose. J'ai l'impression que si je faisais juste les dialogues et disons, il se passe ça, ce serait moins intéressant. J'ai l'impression que Anne-Laure, elle a besoin de lutter contre mon texte en fait. Non, mais pas toujours. Je dirais qu'on est en conflit permanent. Mais par contre, j'aime beaucoup quand tu ouvres une séquence en décrivant à fond. Souvent, tu décris à fond une case qui sera la grande case un peu, ou l'endroit où ça se situe. Et dans ces cas-là, tu donnes énormément de détails. Ouais. Enfin, voilà, il décrit tout ce qu'il y a sur les étagères, comment est le sol, un peu boueux et tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont passés. Je pense à la boutique de Jim, à peu près au milieu de ce premier tome. Il y a une boutique, et ben, il a décrit à peu près tout ce que j'ai dessiné dedans, et c'est des rayonnages d'épicerie bien remplis. Mais voilà, on sentait dans ce petit pavé de texte vraiment toute l'ambiance qu'il fallait donner. Et j'ai pas lutté contre, hein, j'ai fait comme t'as dit. Non, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que Mais toutes c'est ces vachement cases-là, parce qu'elles sont nombreuses, c'est qu'à chaque fois, je mets, entre parenthèses, je précise tout ça ici, mais bien sûr, tu n'es pas obligé de tout mettre dans la case, mais c'est dans la séquence. Et voilà. Et du coup, une fois que tu récupères le scénario, alors toi tu fais un découpage et est-ce qu'après vous le verrouillez avant de passer aux pages ou même dans les pages ça peut encore un peu changer? Oh, ça change plus trop entre la version de storyboard qu'on valide, qu'on envoie ensuite à l'éditeur une fois que nous on en est content. Et après, non, après ça change pas des masses. Il y a quelques petits détails parfois qui bougent un petit peu parce que le confort ou l'anatomie du personnage est à revoir un petit peu, mais je change jamais drastiquement de point de vue ou de cadrage après qu'on ait validé tout ça. Le confort du personnage. C'est très important que les personnages Ben non, aient mais leur parce petit confort. qu'actuellement, je suis sur sur une séquence où elles sont toutes un peu affalées sur des bancs. Oui. Et bah, parfois, il y a des épaules. En fait, elle est accoudée de l'autre côté, ou si elle est comme ça, ben, c'est forcément ce. Enfin bon, bref. C'est cette épaule-là qui sera haute, alors que je l'avais faite dans l'autre sens parce que j'avais pas bien réfléchi lors du storyboard. Mais à part ces petits détails que personne ne remarque, Mhm.
Peu de choses changent. Je précise quand même qu'à l'étape du storyboard, Anne-Laure non seulement ne fait pas forcément ce que je lui ai demandé, mais en plus elle me change les dialogues et elle rajoute des tas de trucs, mais c'est cool. Très peu. Ouais, mais c'est cool. C'est exactement le genre de choses que là dernièrement elle m'a écrit en disant dis donc, je crois qu'il faudrait que tel personnage meure. Tiens, c'est marrant, c'est intéressant. Oh non. Des petits challenges. Et du coup, en parlant toujours de collaboration, il y a des planches où justement la couleur a une importance dans le dessin. Comment vous bossez toutes les deux est-ce que tu lui laisses des blancs en disant bah tiens à ton tour? Est-ce que toi Elvire tu te permets aussi de dire bah tiens là je te gommerais bien le décor pour mettre un grand à plat ou des choses comme ça? Est-ce que vous bossez comme ça toutes les deux? Alors moi, pour règle, je ne touche jamais au noir et blanc, mais de personne. Enfin, sauf s'il y a vraiment un truc qui a été fait en amont ou des trucs comme ça. Donc voilà, moi je me contente de changer des fois un peu la couleur du trait. Et puis c'est tout. Et puis je prends l'espace qu'on m'a laissé. Bon, j'ai déjà eu des cas où on me laissait spécialement de l'espace pour des ciels ou des trucs comme ça. Mais je trouve enfin, ouais, c'est plutôt après le tac au tac, quoi. Mais enfin, je pense, parce que je pense que toi, tu vois tes couleurs. Enfin, comme tu t'es mis en couleur aussi, il y avait un process sur le premier tome aussi d'adaptation. Oui, et je crois qu'il y a quand même il y a quelques endroits où je t'ai dit, j'ai dessiné des nuages, mais tu peux les enlever si tu le sens Oui. mieux comme ça. Voilà, c'est vrai que moi aussi, je tâtonnais un petit peu sur le passage de relais pour la colorisation. Du coup, il y a des fois, je crois que peut-être il y a 2 endroits où je t'ai dit, si tu veux, tu vires les nuages et tu Voilà, fais la sauce. Donc oui, il y a un petit passage de relais à faire comme ça. Voilà, mais c'est vraiment au cas par cas, quoi. Enfin, je veux dire, on en discute. C'est vrai, après, moi, j'aime bien de plus en plus, justement, me dire, bon, bah voilà, c'est comme ça, on fait. À moins d'avoir vraiment une révélation en disant, bah là, j'ai l'impression que ça irait mieux. C'est mon job, et là, pour aussi mettre en valeur le dessin, quoi. Donc, d'être derrière. De toute façon, une bonne couleur, c'est une couleur qui. C'est le paradoxe du boulot de coloriste. Une couleur, c'est une couleur qui se fait un petit peu, pas oublier, mais voilà, qui est fluide. Et la meilleure couleur, c'est quand on dit oh, mais qu'est-ce qu'il dessine bien, ou qu'est-ce qu'elle dessine bien et tout. Donc voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Donc pour le coup, tes couleurs, elles sont pas mal remarquées. Ah oui, là, oui, ça, voilà. Mais c'est ouais, sur tes albums, je pense qu'effectivement, c'est parce que bah ouais, on s'est bien trouvé, quoi. Des fois, on sent qu'il y a une bonne synergie entre vous. c'est un peu compliqué à expliquer, quoi. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai un ami dont le fils de 11 ans a lu la BD. Il a dit, mais les couleurs, elles sont dingues. Et ils m'ont parlé, enfin son père aussi, du coup, l'a lu et il l'a vachement aimé. Et ils m'ont parlé des couleurs. Il m'a dit, bon, on n'a jamais vu ça, en fait. Il a 11 ans, il dit, j'ai jamais vu ça. Bon, tu vois, c'est comme une fille de 4 ans qui dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il n'empêche que il y a quand même un truc, à la fois elles ont du sens avec l'album et à la fois elles sont remarquées. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait, je crois, hein, que ça claque un peu, quoi. Bien joué, Elvire. Je vais faire un petit point sur le temps parce que ça fait plus de 55 minutes qu'on est ensemble. Il y a pas mal de messages très sympathiques qui passent à l'écran, donc que vous voyez en bas de l'écran. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas pour les dernières minutes de l'interview. Moi, je voulais vous poser justement la question sur l'avancement. Donc, vous avez parlé que vous bossiez déjà sur le tome 2. Ça serait quoi à peu près l'horizon de publication pour les lecteurs ? Alors, le tome 2 est prévu pour une parution en septembre prochain, donc septembre 2022. Ah oui, c'est assez rapproché. Vous avez travaillé pour que ça soit un peu à la suite C'est ça, on va tâcher de faire ça. Ouais, tu sais, c'est maintenant le truc de tous les éditeurs, pratiquement, quand tu lances une série, tu gardes le premier album un peu au frigo, tu avances sur le deuxième pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les 2 premiers. Donc voilà, ça sera septembre, et ensuite normalement septembre d'après. Théoriquement, oui. Voilà. Et l'album est déjà sorti. Est-ce que vous avez eu déjà des premiers retours? Vous avez fait déjà des dédicaces ou des choses comme ça? Moi, j'ai démarré, ouais, et les retours étaient
Non, j'ai pas eu de retour parce que j'ai fait une dédicace le lendemain de sa sortie, donc personne l'avait lu en fait. Ok. Les gens ils venaient l'acheter et puis ils me faisaient dédicacer. Vous Mais, venez découvrir, ouais. donc j'ai pas pu discuter encore avec le public en vrai de ce qu'ils en ont pensé. Après, on a eu des retours du coup plutôt par internet, voilà, et puis des chroniques, etc. Mais j'ai pas encore croisé vraiment de monde. Moi, je sais que il y a pas mal d'éditeurs concurrents qui Mhm. m'ont contacté pour me dire qu'ils l'avaient lu et qu'ils avaient adoré. Ouais, trop bien. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que ça les a. C'est pas tous les jours que les éditeurs lisent les BD de leurs concurrents, mais celle-là, ils l'ont repérée, ils ont eu envie de la lire et en plus, ils l'ont aimée. Parce que s'ils l'ont pas aimée, juste ils se taisent. Ils ont pas besoin de me contacter, quoi. Donc, ça, c'est chouette. J'ai eu 2 ou 3 libraires femmes qui m'ont dit c'est la première fois que je lis un western qui me plaît. Je vais enfin pouvoir conseiller un western à des femmes. Donc, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on a gagné ce pari-là. Ouais, Ça, c'est chouette, quand même ouais. cool. Et puis, on a aussi on a des retours de mâles fragiles qui, qui se sentent un petit peu, qui trouvent quand même que c'est pas très réaliste tout ça. Mais bon, ça va quoi. Je pense que globalement, c'est marrant parce qu'il y a aussi, on sent dans les commentaires des gens qui auraient aimé ne pas aimer. Et puis en fait, ils se font quand même avoir quoi. Parce que le truc de faire de la bonne bédoche, à un moment, ça parle à tout le monde. Donc si on arrive à remplir ce contrat-là, de juste donner de la joie, on peut passer au-dessus d'a priori quoi. Et j'ai une question de Laurent qui demande est-ce qu'il y a une influence cinématographique sur le scénario ou le dessin, une influence particulière? Oui. Alors, je pense que on est vraiment on est des bébés du cinéma, quoi. On a vu donc moi je sais que il y a beaucoup de gens qui comparent cet album à ce que Tarantino, donc on va dire Tarantino mais sans le bavardage. Je pense que il y a tellement de gens qui l'ont dit que je pense que l'influence elle est réelle en fait, même si elle n'est pas exactement consciente de ma part, mais je vais pas dire le contraire. Il y a quelque chose de ce mélange d'ultra-violence et d'humour et de personnages féminins intéressants. Bah je pense que c'est très. Si peut-être que j'aurais pas fait ça si j'avais pas vu les films de Tarantino. Ouais. Moi, Oui. j'avais aussi en tête le fait que, enfin, il y a quand même des super séries où le spectateur n'est pas pris par la main en début de séquence notamment, et donc j'ai apprécié je pensais souvent à ça quand on démarrait les séquences enfin, on quitte un personnage ou une situation et on passe complètement à autre chose, où on part en flashback, où on revient en fast-forward. Voilà, j'aime bien. Et ça, je pense que ça vient vraiment de séries. C'est quand même des codes de séries d'aujourd'hui, vraiment contemporaines. Le fait de dire au lecteur, ben, travaille aussi un petit peu, parce que on va pas forcément te guider en début de chaque séquence. C'est à toi de comprendre pourquoi on met cette scène à ce moment-là. Elvire, sur la couleur aussi, peut-être. Oui, c'est un magma inconscient, le cinéma forcément, le cinéma, les éclairages, voilà. Moi, je vais chercher peut-être dans la photo. Dans la photo et tout, mais oui, surtout pour le western. Donc, pareil. Je me rappelle avant qu'Elvire soit à bord, la première discussion qu'on avait eue sur le western, c'était aussi avec l'éditrice qui se trouve être l'éditrice de Lucky Luke. Oui. Et je disais, en fait, les couleurs les plus intéressantes qui existent dans le western en bande dessinée sont dans Lucky Luke. Ça a vachement orienté le fait qu'on voulait un truc un peu, voilà, relever un peu les couleurs par rapport à ce qu'on voit d'habitude, quoi. Oui, c'est vrai que aller voir aussi les couleurs de Lucky Luke, les aplats sont assez fous. Et pour la dernière question, je vous pose la question de Martouf qui demande quels auteurs de BD, dessinateurs ou coloristes ont une place dans votre cœur? Vous avez un coup de cœur chacun? C'est dur ça. Il y en a beaucoup. J'ai du mal à citer une personne, j'ai toujours l'impression d'oublier tous les autres et de ne pas leur faire honneur, donc j'ai du mal. Moi, je dirais que dans les découvertes récentes, il y a malheureusement, je suis nul en nom, mais l'autrice de Saison des Roses, j'ai trouvé ça super. Je vous conseille d'aller voir cet album qui va pas du tout vous donner envie parce que c'est dessiné au feutre
Et on a l'impression que c'est mal dessiné, mais dès qu'on rentre dans l'album, c'est vachement bien. Il y a le Grand Vide, c'est ça, qui est sorti cette année, qui est vachement bien, qui est aussi un premier album de je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est vraiment super. Il y a Flippette et Vénère qui est sorti l'année dernière, aussi d'une autrice, mais je ne me rappelle plus son nom. Ces trois trucs-là, en termes à la fois de graphisme, de scénario et de dialogue et de pêche générale, c'est quelque chose qui mérite le coup d'œil. Alors, Flippette et Vénère, c'est Lucrèce Andréae, vous pouvez aller voir ça. Le Grand Vide, c'est Léa Muraviec. Il y a un live avec elle, vous pouvez le voir, il est disponible en replay. Et la saison des roses, c'est Chloé Wary. Il y a un live en replay aussi que vous pouvez aller voir sur Bubble si ça vous intéresse. Un vrai professionnel. Ah oui, oui. Ah, Ouais, dites-moi si vous avez ah non, non, mais moi, pour la couleur, moi j'ai aussi quand même un. Enfin, voilà, je vais être plus un peu classique, mais j'aimerais quand même citer les couleurs d'Herman dans Jérémia quand il est passé à l'aquarelle. Et je crois que c'est là que j'ai compris en bande dessinée qu'on avait le droit de faire un ciel vert et des collines violettes, et qu'en fait ça fonctionnait quoi. Donc dans les épiphanies colorées où la règle c'est qu'il n'y a pas de règle, ben voilà, je pense que merci Herman quoi. Eh ben parfait. Eh ben je propose qu'on s'arrête sur ces belles recommandations de lecture de vous trois. Un grand merci à tous les trois, à Anne-Laure, Olivier et Elvire. Merci à toi. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires très sympas dans les commentaires et qui ont posé des questions. Si vous avez loupé le début du live, il est disponible en replay comme tous les autres lives sur Bubble. Si vous voulez en savoir plus sur cet album Ladies with Guns, il y a un coup de cœur à retrouver sur Bubble avec des planches extraits. Et si vous aimez ces rencontres en live, jeudi prochain, je reçois Run pour parler de sa série Moutafoukaz, puisque la suite Moutafoukaz 2 est sortie hier. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Salut, bonsoir.